Bien, mais je vais introduire très rapidement du fait cela. Donc, juste pour rappeler qu'il y a 10 ans tout juste, le Parlement européen avait adopté un rapport que j'ai présenté qui engageait l'Union européenne à s'investir davantage en soutien à la diversité linguistique et culturelle que représentent ces langues régionales. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous avons demandé de mener une étude qui nous permette de savoir ce qui avait été réellement fait. Donc je vais tout de suite passer la parole à l'auteur de l'étude et ensuite nous ferons un commentaire les uns après les autres. Je tiens à remercier d'emblée les députés européens qui ont financé ce travail, donc Izaskun Bilbao du groupe Renew et Basque, Diana Riba qui est du même groupe que moi, le groupe Vert et ALE qui est catalane, aussi Rasmus Andresen qui est notre collègue dans le groupe des Verts, Tatiana Lajdanoka qui est au nom inscrit, et tout comme Anthony Comín, Clara Ponsati et Carles Puigdemont qui sont dans le groupe des non-inscrits. Voilà, c'est au nom de tous ces députés que ce travail a été fait et je donne la parole à Okay. Merci beaucoup François, merci Diana, merci Izaskun. I will switch to English. As when I was asked to do the report on the 10 years after the Alfonsi resolution in 2013, one of the main goals was, one of the main ideas is that any public policy, such as language policy or language policy for regional or minority languages, need to be assessed. So it's very nice to have resolutions, it's very nice to have well-intentioned words, but the policies need to be assessed. So what this report talks about, or what this report analyzes, is the 10th year period from 2013 to today on what has been going on, what has been done at the EU level on regional and minority languages. The report will be presented tomorrow. The main findings is that there is an increasing and a widening gap between the EU official languages and with these languages, English on top, and the rest of EU languages, regional or minority languages. And that can be seen in two main fields. One is the field of education. The EU has insisted on the need of students to learn foreign languages, but has neglected regional and minority languages. That's one aspect. And another aspect is the language technologies. More and more, the EU and the world actually is using new technologies such as artificial intelligence, programs such as e-translation that are open to not only EU official languages, but also other languages such as Turkish, Icelandic, or Norwegian, which are not official EU languages, but are not open to regional or minority languages such as Basque, Catalan, Corsican, etc. So that is creating a widening gap between official languages and non-official languages, but also European languages in the EU. Another example that I'd like to highlight is that all the initiatives of the European Commission on education, for example, the online linguistic support, the Europass, or the Juvenes Translatores programs are not open to regional and minority languages, and some of these programs are open to other languages such as I said before, Icelandic, Turkish, Serbian, Macedonian, or Norwegian, to name only a few. So there is clearly a discrimination on this, between the official languages and the non-official languages, but that also European languages that need to be addressed. So that is one of the findings of the report. The report also gives a series of recommendations that are available to everybody, and one of them is that the EU has ample maneuver to react, to do something for regional or minority languages. Article 165 of the treaty states that the EU must cooperate in the field of education to promote the languages of member states. It doesn't say the official languages of the member states, but the languages of member states. So the treaty has ample room to do more, and the European Commission could do more for regional and minority languages.
Merci, Vicente. Donc, bon, d'abord, je tiens à te remercier pour cette étude qui est complète et très bien faite. Je dois dire que je l'ai lue avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et elle montre, évidemment, l'absence d'implication de l'Union européenne dans ce domaine. Je vais donner la parole à mes collègues qui vont peut-être... Diana, la première, si tu veux bien. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy a esta rueda de prensa. Sabíamos ya décadas atrás que las lenguas no oficiales en Europa no recibían suficiente atención específica dentro de la política del multilingüismo de la Comisión y que la financiación de esta había ido disminuyendo. Ahora, con este informe, constatamos que esta situación no se ha revertido en los últimos años. Por eso, este estudio que tenemos hoy y presentamos es de gran interés europeo porque nos permite poner el foco no solo en el problema, sino también en posibles recomendaciones para cambiar hacia dinámicas que verdaderamente protejan la diversidad cultural europea. Nos preocupa que estemos creando un desfase entre las dos lenguas que mencionaba el autor, estas lenguas que algunos consideran útiles y necesarias y las otras llamadas regionales o minoritarias, que están ausentes o incluso se consideran irrelevantes. Entre otros motivos, porque esa percepción no corresponde con la realidad de las lenguas. Dejadme poner un ejemplo. Por ejemplo, mi lengua materna, el catalán, a pesar de que no tiene estatus de oficialidad en la Unión Europea, es una lengua que tiene estatus oficial en su territorio y con todas las otras que estamos hablando son lenguas en que millones de personas crean, comunican, viven y sienten cada día. Delante de esta realidad, a la Comisión Europea le pedimos ambición y también creatividad, porque hay mucho margen de mejora y mucho terreno que no se ha explorado en apoyo al multilingüismo en Europa. Lo vemos en decisiones sobre las cuales las instituciones europeas sí tienen capacidad de acción, como, por ejemplo, recientemente en la iniciativa YouAreEU, que en Cataluña, inexplicablemente, se ha difundido únicamente en castellano. Si la Comisión tiene un verdadero compromiso con la riqueza lingüística, debería empezar por la manera con la que se comunica a sus ciudadanos. También vemos que las instituciones europeas podrían hacer mucho más en relación al multilingüismo en plataformas como la OLS, las plataformas online, para el aprendizaje de la lengua en estudiantes en Europa, donde seguimos reclamando la presencia del catalán, del gallego y el euskera en programas como, por ejemplo, el Erasmus. Por eso necesitamos políticas europeas que promuevan el multilingüismo desde una perspectiva integral y de mirada larga, y no solo desde la visión de las lenguas que se consideran económicamente útiles o rentables. La diversidad lingüística no se basa solamente en la inclusión de idiomas dominantes, sino sobre todo en incluir aquellos idiomas minoritarios o minorizados que aún no tienen los mismos privilegios. Estamos convencidos de que la protección de la diversidad lingüística en Europa no se puede articular solamente desde la educación o la enseñanza en las lenguas, sino que también tiene que pasar por políticas audiovisuales, políticas en relación a nuevas tecnologías o a los medios de comunicación, o, por supuesto, que también se deben ir acompañadas de previsiones presupuestarias adecuadas. Y acabo. Defender nuestras lenguas es una tarea que debemos asumir con convicción y fuerza en todos los ámbitos, desde gobiernos locales hasta instituciones europeas. Cuando lo hacemos, estamos defendiendo una Europa diversa, en la Europa que creemos. Por eso, le pedimos a la Comisión Europea que demuestre su compromiso con este objetivo. Muchas gracias. Merci, Diana. Izaskun, est-ce que tu veux intervenir? Merci beaucoup, François. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el estudio que necesitábamos. Y decir que los resultados de este estudio nos demuestran que los más de 50 millones de europeos que hablamos una lengua regional o minorizada somos hoy en la Unión Europea ciudadanos de segunda. Por eso los principios que aprobó por abrumadora mayoría este Parlamento hace 10 años en el llamado informe Alfonsi tienen más vigencia que nunca. Obedeciendo a las recomendaciones del informe, decir
que las instituciones comunitarias, en la mayor parte de sus actividades y programas, sencillamente deben asumir esta faceta de la diversidad europea, que no es solo un asunto de los Estados miembros. Deben, además, cambiar esta situación, y ello requiere que desde la Unión se asuma que el lema Unidos en la diversidad integra toda la diversidad europea, incluida la que expresan las lenguas y culturas minorizadas, algunas de las cuales están en peligro de desaparición. Las comunidades que hablamos estas lenguas tenemos un papel que jugar para insistir en esta reivindicación. Nuestro deber es trabajar activamente desde las instituciones y la sociedad para que nuestra realidad esté presente en la vida cotidiana de las instituciones comunitarias. Nuestro compromiso es activar todos los recursos a nuestro alcance para poder conseguirlo. La Comisión Europea no solo debe reconducir su propia actuación y actitudes en este campo. Deben ejercer su misión de ser guardianes de los tratados. Vivimos tiempos de zozobra para los hablantes de estas lenguas. Francia acaba de prohibir que en la Asamblea corsa utilicen la lengua propia de la isla. En Cataluña, Galicia o Euskadi proliferan decisiones incomprensibles. El contenido de algunas sentencias judiciales sobre el uso del euskera emitidas en los últimos tiempos es un ejemplo. Algunas se basan en argumentos antijurídicos como la dificultad del aprendizaje de la lengua. Otras efectúan una ponderación de los bienes jurídicos en juego que ignora la jurisprudencia pacífica hasta hoy, basada en textos legales en vigor y en consensos sociales y políticos que amparan los derechos de los hablantes de esa lengua y que son derechos fundamentales. Por último, decirles que, por todas estas cuestiones, vamos a insistir en que estas claras vulneraciones de derechos fundamentales se incorporen a los informes anuales sobre la situación del Estado de Derecho. Son vulneraciones flagrantes de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Gracias. Merci. Je vais ajouter un commentaire d'ordre politique, si vous le permettez. Quand j'ai présenté ce rapport au Parlement européen il y a 10 ans, ça avait été un vote très massif des députés européens et de tous les pays et de tous les partis, de tous les groupes. Et la Commission a donc un devoir vis-à-vis du Parlement européen, c'est d'aller proposer des politiques qui correspondent à la volonté qui s'exprime dans le Parlement, et ce n'a pas été fait, du tout par la précédente Commission, par la Commission actuelle, et personnellement, je suis même plutôt en colère par rapport à cette façon d'être, car il y a une forme de mépris pour des cultures qui ont contribué à construire l'Europe dans son histoire, tout autant que celles qui sont aujourd'hui langues officielles. Et on ne peut pas mépriser l'histoire de millions d'Européens dont nous avons l'héritage. Ensuite, le raisonnement, c'est là qu'il y a le problème le plus grave. C'est-à-dire que, bien sûr, on sait qu'il y a des commissions, des compétences qui restent aux États et qu'il est difficile à la Commission d'empiéter sur les compétences des États. Mais là, on est dans un cas qui est vraiment particulier. Si la langue corse, je viens de le rappeler Isaskun, la semaine dernière, un tribunal français a décidé que parler corse dans l'Assemblée de Corse était illégal. Alors, le corse est la langue naturelle de l'île de Corse, c'est le fondement de notre culture. Et voilà, et c'est donc une décision totalitaire, au sens propre du terme. C'est-à-dire, on veut imposer la totalité de la présence de la langue française contre les langues régionales. Et l'Europe, quand elle dit que c'est la compétence des États, pour de nombreux sujets de compétence, je peux le comprendre. Mais dans ce cas d'espèce, si la langue corse est en difficulté, c'est à cause de l'État français. Si les langues régionales sont en difficulté, c'est à cause des politiques que les États ont développées pendant des siècles contre ces langues régionales. Et dire on s'en remet à l'État, en réalité, allez, c'est comme donner les clés d'une banque à un braqueur et en faire le directeur de la banque. C'est quelque chose qui est un abandon de responsabilité, c'est quelque chose qui est vraiment très, très méprisant, et je pense que c'est ce que je voulais dénoncer particulièrement aujourd'hui.
Excusez-moi, mon retard un peu restreint le temps que nous avons, mais si vous avez des questions, c'est très volontiers que nous y répondrons. Oui, madame. Oui, tout d'abord, je voudrais souligner qu'ici, les règles, c'est pas la place pour la campagne électorale parce qu'il ne faut pas occuper plus que la moitié du temps pour les présentations, parce que nous avons le rôle important, comme la presse, afin de poser des questions. Et vous avez utilisé 26 minutes des 30 pour présenter, vous aider. Donc, moi, j'ai la question concernant la langue russe, parce que maintenant, il y a beaucoup de figures d'importance qui se trouvent en exil dans les pays baltiques. Et moi, je pose la question, est-ce que maintenant la langue russe va recevoir le soutien afin d'aider tous les médias russes qui sont en exil, afin de battre les désinformations? Dans de nombreux pays comme les pays baltiques, il y a non seulement des migrants liés à la récente guerre et aux récents événements politiques, il y a aussi une population de souche qui est russophone et dont les droits linguistiques sont tout à fait honorables et que nous voulons bien sûr soutenir. Pour ce qui est des populations issues de l'immigration, parce que le russe dans les pays baltiques, il existe de deux façons. Il existe à partir d'une population de souche et puis à partir de tous ces migrants qui aujourd'hui fuient le régime de M. Poutine. C'est deux problèmes un peu différents. Nous, le problème qu'on a soulevé dans le rapport que j'avais présenté, c'est le problème des langues qui sont dans l'histoire du territoire européen tel qu'il est aujourd'hui formé par l'Union européenne. Et c'est cette vision-là qui est en cause. Ensuite, c'est vrai que dans ces 60 ou 80, c'est de cet ordre-là, langages concernés, certains sont des langages frontaliers qui ne sont pas menacés de disparition. La communauté hongroise de Roumanie est en difficulté par rapport à la langue hongroise, mais la langue hongroise reste une langue qui n'est pas menacée de disparition puisqu'elle est parlée par des millions de Hongrois. Donc, et par contre, la langue corse, elle, est directement menacée de disparition. Donc, il y a des politiques qui doivent être différenciées. On ne traite pas. Mais je pense que l'Europe doit quand même se tourner vers la France, doit se tourner vers l'Italie, puisqu'il y a des langues régionales très intéressantes et très diverses en Italie, doit se tourner vers tous les pays qui sont dépositaires d'un héritage linguistique et culturel et qui, manifestement, sont même hostiles. Je l'ai raconté là pour la langue corse, mais sont même hostiles. Et on ne peut pas se satisfaire, quand on est un Européen, de dire « j'abandonne à un État hostile le sort d'une communauté linguistique » et la façon dont elle pourra assurer la transmission de sa culture aux générations futures. Dernier commentaire, peut-être, Vicente? Non? Merci, François. Just as Michel Fonsi just said, it is important to realize that there is an increasing gap between official languages and regional and minority languages. And as Ms. Bilbao said, this is something that we must combat and we must fight, because it's not admissible that the EU does not support the regional and minority languages. There's ample way in the treaties, there's ample way within this system as it is today. It is a matter of political will. Yeah, thank you. Just one technical question. It's just to know which are the worst countries you would address. It's France or it's Spain, or where are the most problems? Dans quels pays les problèmes sont les plus graves? Je vais répondre, je connais les problèmes en France pour les vivre. Donc, nous sommes là. Le procès qui s'est passé la semaine dernière, alors que il y a par ailleurs des discussions politiques, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, c'est comme ça. Lors des débats, il y a eu des interventions en langue corse de certains orateurs, et à la demande du préfet, le tribunal a annulé toutes les délibérations qui ont été prises
alors que, voilà, c'est quand même un acte d'une violence que je trouve considérable. Et la France, en matière de lutte contre les langues régionales, est capable de fortes violences, à mon avis. Et ici, en Alsace, on en a, je crois, aussi l'illustration. Sí, yo quiero destacar solo una cosa, y es que en el caso del Estado español hablamos de lenguas oficiales, lenguas minorizadas, pero el euskera, el gallego y el catalán son lenguas oficiales, constitucionalmente oficiales, y, por lo tanto, pedimos una y otra vez a las instituciones europeas, como lo hacemos a los sucesivos gobiernos en España, que tienen la obligación de proteger las lenguas que tienen carácter oficial dentro del país. Y, por lo tanto, esta es la diferencia y, en este supuesto, el incumplimiento de los tratados todavía es mayor, que se suma a la necesaria protección de lenguas en riesgo de desaparición, pero, en nuestro caso, además, no respetan la oficialidad de la lengua. Je crois qu'on est obligé d'interrompre. Excusez-nous de vous avoir fait attendre. Merci à vous tous. Je vous encourage à lire l'excellent rapport qui a été fait. Et nous, demain, la réunion de l'intergroupe qui a lieu demain matin dans la salle R3.1, il y aura une présentation complète et une discussion autour de ce rapport sur notamment les initiatives que nous aurons à prendre pour la suite. Merci.